des Affaires sociales reprendre ses travaux. Je vais vous rappeler le mandat de la Commission. La Commission est réunie afin de procéder aux consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 51, loi sur la représentation de certaines personnes responsables d'un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d'une entente collective les concernant et modifiant diverses dispositions législatives. Il y en a un groupe prévu pour ce soir où un individu, Mme Nathalie Bigra, qui est professeure agréée au département d'éducation et pédagogie de l'UQAM. Elle est accompagnée par Mme Caroline Bouchard, qui est également professeure agréée du département d'éducation et de pédagogie à l'UQAM. Alors, sans plus tarder, la parole est à vous, Mme Bigra. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés et membres de la Commission, Monsieur Tomassi, ministre de la Famille et des Aînés, a récemment déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi 51. En tant que chercheur et enseignant universitaire en éducation à la petite enfance et en psychologie du développement, nous sommes heureux de participer à la consultation de la Commission des affaires sociales que la Commission des affaires sociales a organisée sur ce projet de loi. Alors, le bref avis qui suit a été préparé dans des délais très courts. Nous avons donc choisi de concentrer notre attention sur les enjeux éducatifs du projet de loi 51, ainsi que les changements de réglementation qui l'accompagnent. Ce projet soulève de nombreuses questions dont certaines nous apparaissent tout particulièrement préoccupantes, notamment au regard de la qualité des services qui sera offert dans les services de garde en milieu familial. Alors, notre mémoire se situe au cœur de ces préoccupations. Nous y avons fait état de la recherche actuelle et des conséquences appréhendées du projet de loi 51 sur le développement des enfants qui fréquentent les services de garde en milieu familial d'une part, et d'autre part, sur l'accès des familles à ces services à la petite enfance. L'inclusion des enfants présentant des besoins particuliers dans les services de garde en milieu familial et les conséquences possibles suivant le détachement des bureaux coordonnateurs des CPE y ont aussi été abordées. Pour les fins de cette présentation et afin de respecter le temps qui nous a été alloué, nous partagerons la présentation de 3 enjeux associés aux changements qui sont annoncés, ainsi que les amendements que nous proposons au projet de loi. Nous supposons évidemment que vous prendrez le temps de lire ou de relire avec attention les autres éléments de notre mémoire qui sont particulièrement importants puisqu'ils appuient les enjeux et propositions d'amendements que nous vous présentons ce soir. Alors, les 3 enjeux du projet de loi 51. Dans un premier temps, la qualité des services offerts par les services de garde en milieu familial passe par le soutien des BC-CPE. Le retrait au BC du mandat de favoriser la formation et le perfectionnement continu auprès des responsables de services de garde est particulièrement inquiétant. Concrètement, le BC n'aurait plus le mandat d'évaluer les besoins de formation et de perfectionnement des RSG, ainsi que d'analyser, de planifier et d'organiser des activités de formation ou de perfectionnement proposées au RSG. Pourtant, cette fonction est essentielle au maintien de la qualité des services offerts par les responsables des services de garde en milieu familial. Comme nous l'évoquons dans le mémoire, la formation continue est associée à une offre de services de qualité supérieure chez les RSG. Sans cette formation et ce perfectionnement sur mesure et adapté à leurs besoins offerts par les BC, les RSG offriront des services de moindre qualité aux enfants et aux familles du Québec. Le retrait de la fonction de contrôle et de surveillance de la qualité au BC aura aussi pour conséquence de diminuer le soutien offert aux RSG. De fait, une unique inspection ne permettra pas d'identifier chez les RSG les besoins de soutien ou même de contrôle minimal de la qualité des services de garde en milieu familial. Le soutien actuel peine à peine à maintenir la qualité. Sa réduction ne peut que se traduire par une qualité encore plus faible de ces milieux. L'intensification du soutien sur demande nous apparaît également inquiétante, compte tenu de l'importance d'un regard extérieur sur la qualité des services offerts. Ceci est d'autant plus vrai que des personnes ne possédant aucune ou très peu de formation spécialisée à la petite enfance. Ce soutien doit être offert de façon fréquente et continue de la part des CPE-BC afin de favoriser la qualité des interventions des RSG, comme l'ont souligné plusieurs études que nous avons citées dans notre mémoire. Les modifications proposées auront pour effet de réduire significativement le soutien professionnel des CPE-BC au milieu familial. Moins de visites de soutien pourront être effectuées par les CPE-BC responsables.
En retour, cela amoindrira la qualité des services offerts dans ces milieux. Le soutien destiné au RSG est essentiel au maintien de la qualité des services de garde en milieu familial, en ce qu'il assure la poursuite du processus d'appropriation du programme éducatif et de ses applications, essentiel au développement optimal de l'enfant. Le soutien offert au RSG permet une plus grande cohérence des interventions, ainsi qu'une plus grande motivation et implication des RSG dans leur milieu. Sans ce soutien, les services de garde en milieu familial se retrouveront plus isolés et auront encore plus de difficultés à appliquer le programme éducatif et à soutenir adéquatement le développement des jeunes enfants. Un deuxième enjeu concerne l'absence de législation concernant la formation des RSG en milieu familial. Compte tenu de l'association entre une formation spécialisée en éducation à la petite enfance et des services de qualité élevés notés à maintes reprises dans les recherches internationales, nationales et québécoises, nous sommes étonnés qu'aucun article de la nouvelle loi n'aborde cet aspect. Plusieurs études recommandent pourtant une hausse du niveau minimal de formation chez les RSG. L'absence de législation à cet égard laisse croire que le gouvernement ne reconnaît pas l'importance de la formation spécifique en éducation à la petite enfance dans tous les services de garde. Cela risque de contribuer à accentuer la fracture sociale déjà présente entre les divers modes de garde, comme illustré par les résultats inférieurs au niveau de la qualité dans les services de garde en milieux familiaux, et nous référons en ce sens aux mémoires. En tant que professeur auprès des RSG, psychologue du développement, directrice des programmes en éducation à la petite enfance de l'UQAM, qui se préoccupe de l'impact de la formation sur l'éducation des enfants, mais aussi à titre de parents utilisateurs, faut-il le préciser, nous réclamons des dispositions législatives entourant la formation des RSG. Comme troisième enjeu, il y a aussi la question de l'accessibilité des familles vulnérables aux services de garde et un risque d'inéquité. Les résultats d'études récentes montrent que les enfants de parents moins nantis fréquentent moins les services de garde. De plus, ces enfants présentent un moins bon développement que ceux fréquentant un milieu de garde. Le fait que la RSG reconnue s'engage envers les parents des enfants qu'elle choisit de recevoir, plutôt qu'à fournir aux enfants des services de garde éducatifs, ouvre la porte à des situations de discrimination envers les clientèles démunies et qui ne fréquentent pas ou très peu les services de garde régis. En outre, la diminution du soutien, du contrôle et de la surveillance, ainsi que de la formation offerte au RSG, accentuera l'inaccessibilité des services de garde aux enfants des familles les plus démunies ou qui présentent des besoins particuliers. Aussi, le fait de réduire le soutien offert aux milieux familiaux, qui sont plus souvent de faible qualité, contribuera à appauvrir le développement des enfants. De surcroît, détacher ces milieux familiaux des CPE aura des conséquences néfastes à long terme pour les enfants les plus vulnérables et pour lesquels la qualité d'un milieu de garde est encore plus cruciale. Bref, cela revient à diminuer les chances de réussite offertes aux enfants les moins nantis. Enfin, le remplacement de l'obligation du bureau coordonnateur de répartir selon les besoins des parents par répartir les places entre les RSG reconnus suggère que l'offre de services ne se fera plus en fonction des besoins des parents et de leurs enfants, mais plutôt en fonction des intérêts des RSG. La responsabilité actuelle des BC d'offrir des services en fonction de la demande régionale disparaîtra alors. Cette modification risque d'induire encore plus d'inéquité entre les familles et de défavoriser les parents qui ont le plus besoin de ces services pour accéder au marché du travail. Cette disparité et pénurie de places, déjà fortement décriée par les familles du Québec, risque de s'accroître considérablement. Ces constats nous incitent à proposer les amendements qui suivent au projet de loi 51. D'abord, retirer du projet de loi la séparation des bureaux coordonnateurs des CPE. La gestion et surtout le soutien du volet familial devrait être exclusivement réservé aux CPE-BC ou à des regroupements de CPE. Les CPE bureaux coordonnateurs ont développé une expertise dans le soutien au RSG ainsi qu'un lien de confiance leur permettant de soutenir la qualité des services offerts au quotidien. En second lieu, s'assurer d'investir suffisamment dans le volet familial afin de soutenir l'appropriation du programme éducatif. Pour ce faire, réintroduire le mandat de contrôle et de surveillance des bureaux coordonnateurs, ainsi que le mandat de favoriser la formation et le perfectionnement continu des responsables de services de garde.
Troisièmement, prioriser dans la réglementation des mesures reconnaissant l'importance des agents de soutien pédagogique dans le soutien offert aux RSG qui sont isolés, moins formés et dont le niveau de qualité des services offerts est plutôt faible. En quatrième lieu, ajouter à la loi une clause portant sur la formation des RSG. Inclure des mesures incitatives et transitoires menant à l'obligation de ces dernières d'acquérir progressivement une formation minimale en éducation à la petite enfance. Inclure également des mesures obligeant et incitant les RSG à suivre au moins un cours de niveau collégial ou universitaire par année dans un programme menant à une formation reconnue en vertu du règlement actuel. À cet égard, des mesures d'investissement de fonds supplémentaires devront se développer afin de compenser les RSG pour leur permettre de suivre des formations pendant la journée. Cinquièmement, maintenir la responsabilité actuelle des bureaux coordonnateurs d'offrir des services en fonction de la demande régionale des parents. Amender la loi en ce sens afin de remplacer le terme « répartir les places entre les RSG » par le terme « répartir selon les besoins des parents ». Et en sixième lieu, soutenir davantage les services de garde en milieu familial accueillant des enfants issus de familles défavorisées ou des enfants à besoins particuliers. Ce soutien devrait passer par un investissement financier massif dans ce secteur et prendre la forme d'un soutien pédagogique accru permettant une intervention précoce, intensive et continue. Cette mesure devrait se coupler d'une exigence accrue au niveau de la formation minimale pour pratiquer le métier de RSG auprès de ces populations. En conclusion, partant du principe que l'enfant est à la base de notre société, qu'il est l'adulte de demain, notre priorité à tous et à toutes devrait être d'assurer son développement optimal, c'est-à-dire lui donner le plus d'occasions possibles de développement. Investir dans la petite enfance permet de prévenir les difficultés que rencontrent les enfants dans leur développement, notamment sur le plan d'une adaptation psychosociale comme l'abandon scolaire, les troubles de comportement. Le volet en milieu familial, qui regroupe près de la moitié des places en service de garde régie, est un des milieux de vie privilégiés pour favoriser la socialisation et la communication, notamment, voire l'adaptation du jeune enfant, pour ainsi prévenir bon nombre de difficultés tout au long de la vie. Ceci s'applique, bien entendu, à condition que ces milieux de garde éducatifs soient de qualité élevée. La loi 51 entraînerait, selon nous, une diminution du soutien offert au RSG par les CPE-BC, venant directement affecter le développement des enfants. Depuis les 30 dernières années, la recherche ne cesse pourtant de témoigner en faveur d'un investissement dans la qualité d'un réseau de services destiné aux tout-petits, dans la visée d'investir dans la qualité de nos citoyens futurs. Pour l'ensemble de ces raisons, nous voulons manifester notre désaccord envers ce projet de loi et ainsi intervenir dans le seul but de favoriser le mieux-être des jeunes enfants du Québec. Merci. Merci beaucoup. On va passer maintenant à une période d'échange avec les membres de la Commission et je vais céder la parole au ministre de la Famille et député de La Fontaine. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame Bigram, Madame Bouchard, bienvenue et merci de nous avoir transmis votre mémoire et de nous faire part de vos interrogations. Vous posez beaucoup de questions et je crois que bon nombre de gens qui sont venus en commission parlementaire ne mettent pas en parallèle la loi 51 avec la loi 124, la loi sur les services de garde éducatifs et le règlement existant. Parce que vous affirmez des choses dans votre mémoire, celui sur moins de visites vis-à-vis les RSG. Il n'y a aucune disposition, on ne vient pas toucher cette disposition-là dans le projet de loi. L'article 86 du règlement et l'important de prendre en considération la loi et le règlement, là, tout le but. La règle parlementaire législative qu'on fait aujourd'hui, c'est on a des articles de loi qui sont énumérés un à la suite de l'autre. Nécessairement, une fois que le projet de loi va être adopté, avec des modifications, avec des changements, les articles de loi qui touchent la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance vont venir s'adjoindre. On vient remplacer des articles, on vient modifier des articles, on vient biffer des articles, et il faut le voir dans son ensemble. Alors, nécessairement, vous faites des affirmations qui sont
qui ne sont pas la réalité de ce qui existe dans la loi et le règlement actuellement. Je vous lirai seulement l'article 86 qui dit que le bureau coordonnateur doit effectuer annuellement 3 visites à l'improviste à la résidence où sont fournis les services de garde pendant leur prestation afin de s'assurer que le respect de la loi et des règlements, notamment du respect des conditions de la reconnaissance, s'il constate une contravention, etc. Ces éléments-là demeurent dans le projet de loi. En ce qui a trait à la formation, la volonté des groupes qui sont venus nous rencontrer, surtout les associations syndicales, sont disposées, sont prêtes à créer un fonds qui serait géré par un comité mixte, qui serait représenté par les associations représentatives, nécessairement les syndicats, les responsables de garde dans le milieu familial, qui aujourd'hui n'ont pas en quelque sorte, je le mets en guillemets, un mot à dire sur la formation qu'elles veulent avoir, sur la programmation, et par nécessairement les bureaux coordonnateurs qui jouent un rôle important, à savoir qui est-ce qui doit donner cette formation. Est-ce que ça doit être les bureaux coordonnateurs? C'est une question qu'on peut se poser. Mais l'élément essentiel, c'est de dire est-ce qu'on est d'accord pour faire en sorte qu'il y ait la création d'un fonds pour permettre plus de formation. Vous allez beaucoup plus loin que ça dans votre chose. Vous allez jusqu'à dire qu'il faut une formation des cours collégiales qui serait donnée aux responsables de garde en milieu familial. Ça, c'est un débat qui est beaucoup plus large. Je ne sais pas si on inviterait les responsables de garde en milieu familial si elles seraient d'accord avec ce principe-là, mais on n'en est pas là et je crois que l'essentiel du projet de loi, c'est de mettre en place, avec la collaboration des associations représentatives et avec les bureaux coordonnateurs et les RSG, les responsables de garde en milieu familial, cette volonté de créer un fonds qui serait dédié à la formation. Et puis je le répète encore aujourd'hui, l'élément que vous marquez sur redistribuer les places parmi les RSG reconnus et selon l'instruction du ministre, c'est un élément très important qu'il ne faut pas oublier. On a tendance à l'oublier. Vous êtes des professeurs et des fois, il faut lire toute la phrase au complet pour comprendre l'élément de base. Et l'important, c'est aussi de revenir à l'essence même de la loi sur les services de garde à l'éducatif et à l'article 1. Et ça, c'est important parce que tous les services de garde sont tenus de respecter cette loi. Et l'article 1, l'objet, puis je vais le relire, la présente loi a pour objet de promouvoir la qualité des services de garde éducatifs fournis par les prestataires de services de garde, prestataires de services de garde CPE, garderie privée, et responsables de garde en milieu familial, qui sont visés afin d'assurer la santé, la sécurité, le développement, le bien-être et l'égalité des chances des enfants qui reçoivent ces services, notamment ceux qui présentent des besoins particuliers ou qui vivent dans des contextes de précarité socio-économique. L'objet, elle a également pour objet de favoriser le développement harmonieux de l'offre des services de garde en tenant compte des besoins des parents, notamment en facilitant la conciliation de la responsabilité parentale et professionnelle, ainsi que leur droit de choisir les prestataires de services de garde. Alors, ce qui est important, ce que je veux essayer de vous dire, je comprends l'aspect de séparation BC-CPE, mais les autres éléments où est-ce que vous faites mention dans votre projet de loi, ce n'est pas des éléments qui sont bouleversés par le projet de loi, parce que ces éléments demeurent. Même l'aspect qui dit qu'il faut la surveillance, on vient renforcer cet élément-là parce qu'on dit qu'il faut s'assurer du respect des normes et des règlements et des lois, ce qui est encore beaucoup plus fort. Nécessairement, si le libellé serait à refaire, c'est une suggestion qui a été faite, puis on va la regarder attentivement comme on va regarder d'autres choses, mais je veux qu'on soit conscient d'une chose, il faut regarder le projet de loi avec la loi 124 qui existe toujours et avec le règlement qui n'est pas disparu, là. On ne les a pas enlevés du tableau de bord, elles sont encore là, les dispositions demeurent, ils doivent encore être respectées, les instructions du ministre sont là et vont continuer à l'être pour faire en sorte que tous les services de garde aient
la même idée et la même instruction pour qu'on puisse l'appliquer. Est-ce que je peux réagir? Ah oui, allez-y. Merci. Donc, en fait, je vous remercie, Monsieur le ministre, de me rappeler l'ensemble des éléments du projet de loi dont j'ai pris connaissance, évidemment, avant de rédiger mon mémoire, comme toute bonne personne et professeur à l'université. Je veux simplement vous dire que l'esprit dans lequel on a rédigé notre mémoire, c'est en essayant d'identifier les éléments qui sont à risque. Et on a convenu à plusieurs qu'il y avait un risque de baisse du soutien, donc de baisse de la qualité consécutive, parce qu'il y avait des éléments qui nous laissaient croire qu'il y aurait moins de visites de soutien. Donc, la fameuse phrase de soutien sur demande est extrêmement importante pour nous. Et on n'a pas rédigé ça en réfléchissant et en croyant en ne connaissant pas la réalité. Hein. On est en lien avec les bureaux coordonnateurs, on est en lien avec les responsables de services de garde dans le milieu familial et avec les responsables qui les conseillent. Et on a de nombreux témoignages qui nous indiquent que le soutien sur demande, depuis l'implantation de 124, a fait décroître les possibilités de soutien qui sont possibles pour les RSG. Donc, évidemment, vous allez dans une direction qui me concerne particulièrement quand vous abordez la question de la qualité. Madame Bigra, c'est ça? Oui. Madame Bigra, je suis complètement d'accord avec vous. Je ne remets pas en question votre questionnement. Je veux seulement vous dire, c'est pas le dépôt du projet de loi 51 qui vient changer cet élément. Vous seriez plus correct en me disant la disposition qui a été introduite à la loi 124, pas celle-là ici, qui dit que c'est sur demande, on voudrait que ce soit remplacé pour que ce soit plus fort que ça. Parfait. J'acquiesce et je comprends votre raisonnement. Mais vous ne pouvez pas venir me dire que la loi 51 vient défaire quelque chose qui existe déjà, là. Le sur-demande est dans la loi 124. Et vos explications à ce que je comprends, vous me dites la disposition qui a été introduite à 124 sur demande, puis ça, je ne suis même pas sûr si ça a été introduit 124 ou ça existait avant. Si vous venez me dire qu'il faut le remplacer pour que ce soit plus fort que ça, bien là, parfait, c'est une suggestion que vous me faites, mais c'est pas vrai de venir me dire que c'est 51 qui vient défaire ça, là. Quand je vous dis qu'on a interprété les éléments du projet de loi, c'est ce qu'on a fait. On a regardé la façon dont c'était maintenant formulé et on a compris, nous, à la lecture du projet de loi, que le soutien sur demande serait encore plus sur demande qu'avant. D'accord? Voilà. Donc, on ne s'entend pas sur l'interprétation des termes, simplement. Monsieur le Président, je trouve votre question. Ça va, Monsieur le ministre? Madame la députée Trois-Rivières. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À la page 13 du mémoire, vous parlez de la formation, votre recommandation pour la formation. Je voudrais juste savoir si, quand vous parlez de la formation, est-ce que vous parlez de maintenir la formation existante, qui est déjà là, ou si vous préconisez qu'il y ait une formation vraiment plus formelle pour les RSG? C'est en fait, dans nos recommandations à la fin, c'est ce qu'on propose effectivement. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une exigence, une hausse des exigences de formation vis-à-vis des RSG pour éventuellement, avec des mesures de rattrapage, comme on a proposé aux garderies privées pour que progressivement les garderies privées soient formées à 2 sur 3, un processus semblable pour les RSG pour qu'on exige davantage de formation de leur part. Parce que nous, on se place du point de vue de l'enfant. Hein? On se place du point de vue de la qualité du développement de l'enfant. Et l'enfant qui se retrouve dans un milieu familial actuellement est désavantagé comparé à un enfant qui est en CPE parce qu'il y a moins de possibilités que sa RSG soit formée. Hein? On regarde les taux de formation à travers le Québec, on regarde les taux de formation des RSG dans les recherches. Elles ont un beaucoup plus faible taux de formation que dans les CPE. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est que tous les enfants du Québec, quels que soient les services de garde auxquels ils ont accès, se retrouvent avec des gens qui ont une formation reconnue. C'est dans ce sens-là que va notre recommandation.
Complément de réponse, Mme Bouchard? Oui, très rapidement. En fait, ce qu'il faut comprendre, comme le dit Nathalie, c'est cette idée de soutenir le développement de l'enfant parce qu'on le rappelle, c'est notre idée d'ailleurs, c'est que la qualité de la formation est reliée au niveau de développement de l'enfant. Donc, on sait, hein, la dernière enquête sur la maturité scolaire à Montréal qui vient de sortir, il y a un enfant sur 3 qui présente une vulnérabilité sur au moins un plan du développement, de son développement. Donc, on s'est posé, j'étais au sommet la semaine passée, puis on se posait la question comment les aider, ces enfants-là. Bien, une des façons dont on a trouvé, c'est d'augmenter justement la formation des gens qui s'occupent de ces enfants-là. Et la moitié des enfants qui vont en service de garde-régie vont en service de garde en milieu familial. Donc, on voit là une occasion pour, par ricochet, si on veut venir soutenir le développement de l'enfant. C'est notre principal intérêt, je vous dirais. Madame la députée? Hier, avec le Conseil québécois des services de garde, on a eu un peu cette discussion-là. Et on se demandait si les parents qui choisissent d'envoyer leur enfant dans un milieu de garde familial, moi je l'ai fait, je vous le dis, et le choix qu'on a fait à ce moment-là, c'était vraiment... Puis en tout cas, il me semble que les familles étaient vraiment sélectionnées avec des aptitudes et que les attentes qu'on avait comme parents, c'était vraiment d'avoir une ressource de type familial et c'était un choix contrairement à l'époque à la prématernelle. Est-ce que, d'une part, je m'interroge sincèrement, je veux vous entendre là-dessus. D'abord, est-ce que c'est réaliste parce qu'on parle de combien de RSG, on parle de 15 000 personnes. Est-ce que c'est réaliste, d'une part? Et d'autre part, la formation supplémentaire dans le développement de ces enfants-là, considérant que, en tout cas, moi je crois que de façon générale, ils sont très bien choisis. Est-ce que vraiment ça vient pas un peu en contre-indication à ce qu'on veut dans le système de garde en milieu familial? Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Je vous vois hocher de la tête. Oui, puis en fait, quel que soit le type de service de garde dans lequel les enfants se retrouvent, il devrait y avoir un niveau de qualité minimal et supérieur au minimal pour qu'on s'attende à ce que ces enfants-là se développent bien. Ce qu'on connaît actuellement, les données qu'on a entre les mains, qui proviennent principalement de la large enquête Grandir en qualité, mais des autres données, d'autres études comme l'ELDEC et d'autres études internationales. Mais au Québec, ce qu'on nous dit, c'est que le niveau de qualité est plus faible dans les services de garde en milieu familial. Évidemment, la plupart des parents de jeunes enfants, très jeunes enfants, vont choisir d'envoyer leurs enfants dans un service de garde en milieu familial. On n'est pas en train de dire que ces parents-là n'ont pas de jugement puis qui connaissent pas ce qu'est la qualité. Mais ce qu'on dit, c'est que quand on utilise des critères précis et qu'on évalue ces éléments-là, il y a plusieurs éléments, il y a plus de chances pour un enfant qui se retrouve dans un service de garde en milieu familial de se retrouver dans un milieu où le niveau de qualité est plus faible qu'en installation. Et c'est surtout parce que ces personnes-là sont moins formées, n'ont pas une formation reconnue. Maintenant, vous nous demandez, est-ce que c'est réaliste? C'est pour ça qu'on parle de mesures transitoires. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'à moyen terme ou à long terme, on vise hausser le niveau de formation de base des RSG, mais on est très conscient que ça ne se fera pas demain matin. On est très conscient que c'est impossible, de toute façon, de décider de former tout le monde du jour au lendemain. Ça va prendre un certain nombre d'années. Il va falloir que ces gens-là se préparent. Et il y a déjà des gens dans le milieu familial qui sont formés. On en est conscient aussi. Et ce ne sont pas non plus tous les milieux familiaux qui sont de faible qualité. C'est une moyenne, c'est une proportion, et en proportion, on en retrouve davantage qui sont de faible qualité en milieu familial. C'est ce qu'on dit. Caroline, tu voulais ajouter quelque chose? Madame la députée de Trois-Rivières. Merci, M. le Président. Dernier complément, puis je vous le dis, ça m'interroge un peu, ça m'interroge beaucoup. On voit beaucoup de parents présentement, de jeunes parents qui choisissent de rester à la maison avec leurs enfants. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que ces parents-là, les enfants, vont avoir une moins bonne qualité d'éducation? Est-ce que les parents qui décident de rester chez eux avec leurs enfants vont faire en sorte que ces enfants-là vont partir avec une longueur derrière les autres?
C'est ce qu'on a dit. Non, pas du tout. La possibilité de choisir pour les parents doit toujours demeurer. Et nous, on est vraiment pour la possibilité de choisir différents types de services qui répondent aux besoins des parents et de leurs enfants. Mais ce qu'on dit, c'est que lorsque les enfants se retrouvent en milieu familial, pour les parents qui décident d'y envoyer leurs enfants parce qu'ils font des choix familiaux, parce qu'ils décident de travailler, de gagner leur vie d'une certaine façon, qui ont besoin de gagner leur vie, ces enfants-là sont plus à risque de se retrouver dans des milieux de plus faible qualité. On n'a pas du tout abordé la question des parents et des enfants à la maison. Monsieur le député des Îles, là, maintenant. Merci, Monsieur le Président. Pour aller toujours dans le même sens, par rapport à l'étude que vous avez faite en milieu familial et en installation, est-ce que les critères d'évaluation de votre étude sont les mêmes pour le milieu familial que pour le milieu en installation? Ce qu'on utilise, c'est une échelle d'évaluation de la qualité éducative qui a été conçue expressément pour mesurer la qualité de l'application du programme éducatif. Donc, comme vous le savez, le programme éducatif est le même pour tous les types de services de garde régie. Alors, on a une échelle qui a été adaptée au contexte des services de garde en milieu familiaux, donc au contexte du multi-âge, au contexte du nombre d'enfants qui sont différents, de l'organisation qui est différente, puisqu'il y a des enfants âgés de 0 à 5 ans, de moins en moins en bas d'1 an présentement. C'est adapté, mais évidemment, les critères généraux sont les mêmes puisque l'exigence est d'appliquer le programme éducatif. Donc, c'est ce qu'on mesure. Et est-ce qu'on mesurait à ce moment-là de la même façon pour les parents qui gardent leur enfant? Est-ce qu'on appliquerait le même critère? Bien, en fait, vous savez, quand cette échelle-là, l'échelle d'évaluation, d'observation de la qualité éducative a été créée, elle a été créée sur des connaissances qui sont connues universellement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour stimuler un enfant? Donc, comment doit-on répondre aux besoins d'un enfant? Il existe également des échelles pour mesurer la qualité de l'environnement familial. Nous, on ne le fait pas dans le cadre de cette étude-là, mais il y a des gens qui le font et habituellement, c'est basé sur les mêmes principes généraux, c'est-à-dire est-ce que les gens sont capables de répondre aux besoins développementaux des enfants dans toutes ces dimensions? Est-ce que les enfants sont en sécurité? Est-ce que les enfants sont bien stimulés? Est-ce qu'on interagit avec les enfants de façon adéquate, avec chaleur, avec respect, avec en étant adapté au niveau de développement de l'enfant? On n'interagit pas de la même façon avec un enfant de 12 mois qu'avec un enfant de 5 ans. Donc, tous ces éléments-là sont présents. Et il y a des éléments comme ça dans d'autres échelles qui existent pour évaluer la qualité de l'environnement familial aussi. Ce sont des principes connus en développement de l'enfant pour bien répondre aux besoins de l'enfant. Mais ça ne prend pas un doctorat en psychologie pour être capable de faire ça. Les gens qui ont une formation en développement de l'enfant, qui sont formés en éducation à la petite enfance, ont une bonne base en développement de l'enfant et en intervention éducative et sont capables de le faire, quelle que soit la clientèle qu'ils ont devant eux. Ça va? Juste un dernier petit commentaire, Oui. c'est que je peux comprendre que les besoins de l'enfant sont les mêmes, peu importe où il est, mais les moyens utilisés peuvent être très différents par rapport au milieu familial ou la famille qui garde son enfant, ou que ce soit en installation ou en milieu familial. Et les instruments qui sont utilisés pour évaluer ça en tiennent compte. On ne demande pas qu'il y ait tel mot qui soit dit, ou on ne demande pas que tel type d'objet s'y retrouve. On demande un ensemble d'éléments qui doivent être présents et il y a possibilité d'interpréter au niveau de la flexibilité. Donc, par exemple, si on est capable de voir si l'éducatrice en milieu familial ou en installation répond aux besoins de langage de l'enfant de la même façon dans un ou l'autre contexte. Madame la députée de Mégantic-Compton. J'écoute vos explications et vous me dites qu'il y a une grille unique pour arriver à des conclusions. C'est ce que vous semblez me dire un peu. Vous avez des critères bien précis pour évaluer. Vous avez évalué en CPE, vous avez évalué en garde en milieu familial. Comment on se compare par rapport à une personne qui décide de garder ses 3 enfants à la maison, d'âge varié, mais qui décide de garder ses enfants à la maison? Est-ce que votre grille a été testée là-dessus? Elle n'est pas conçue pour ça. On ne l'utilise pas dans ce contexte-là. Vous n'utilisez pas. Non. Donc, Puis si moi, comme parent,
je veux reproduire un petit peu un milieu familial et que je m'en vais dans une garde en milieu familial, justement, pour reconstruire, en tout cas, un milieu familial où j'aurai peut-être un enfant de 8 ans, 6 ans, 3 ans, 12 mois, et tout le monde vit ensemble, et puis tout ça. Il n'y a aucun critère qui prend ça en considération dans votre analyse, vous? Oui, l'échelle d'évaluation de la qualité éducative prend ça en considération. Oui, et je me suis sans doute mal exprimée si vous avez compris que la grille est identique, mais elle n'est pas identique. Elle est adaptée au contexte du service de garde en milieu familial, comme l'autre est adaptée au contexte de l'installation. Il y a des variantes. Je peux ajouter? Oui. Oui, Mme Bouchard. En fait, il ne faut pas voir, on n'est pas en train de dichotomiser entre installation et milieux familiaux. En tout cas, c'est pas notre intention parce qu'on croit autant dans les deux milieux. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a constaté, de par les recherches qu'on mène, qui ont été menées aussi, on constate des faits. On n'est pas en train de dire on préfère l'installation au milieu familial. Ça, il faut vraiment que ce soit clair. Puis, bon, on se prononce pas sur la maison parce qu'on n'a pas donné à l'appui. Mais c'est important de bien comprendre ça. Puis, par exemple, quand on soutient le langage, qu'on soit en installation ou en milieu familial, on va le soutenir de la même manière. Puis, c'est drôle, j'ai des résultats qui viennent de sortir par rapport justement au soutien langagier qui est fait des éducatrices, puis il y a des données intéressantes qui ressortent. Mais en fait, encore là, ce que ma recherche démontre, c'est qu'il y a un besoin de formation, parce que dès lors que l'éducatrice sait comment, même s'il n'y a pas de guide, de méthode, dès lors qu'elle a des éléments de formation, on constate une nette amélioration dans ses scores, puis dans les scores aussi au niveau des enfants. Les enfants sont plus habiles sur le plan langagier. Donc, voilà, faut bien retenir l'idée qu'on n'est pas en train de séparer du tout les deux milieux. Et pour l'information de l'auditoire, toutes les deux, on a envoyé nos enfants dans un service de garde en milieu familial quand ils étaient petits. Ça met fin à cet échange. Je suis prête maintenant à céder la parole à porte-parole de l'opposition officielle, le député de Gouin. Merci, Monsieur le Président. À mon tour de saluer Mme Bigra et Mme Bouchard. Merci pour votre mémoire. Je comprends qu'il y a une voix de plus qui s'ajoute et qui s'oppose à la séparation des CPE des bureaux coordonnateurs. On en a entendu beaucoup aujourd'hui. Et hier, je comprends que vous craignez qu'il y ait une perte d'expertise si on sépare les deux entités. Ma question porte sur la page 11 de votre mémoire, particulièrement sur l'impact de la séparation des CPE, des bureaux coordonnateurs et de l'impact sur les enfants les plus démunis ou les enfants de milieux défavorisés. J'ai participé, tout comme vous, la semaine dernière au sommet sur la maturité scolaire. Je trouve que c'est une belle initiative montréalaise et je voulais voir avec vous là, l'impact qui pourrait se passer, à votre avis, dans ces milieux-là si les CPE, bureaux coordonnateurs, étaient séparés en termes de soutien à ces enfants-là. En fait, notre plus grande crainte, c'est l'isolement. S'il y a une séparation, nous, comme vous l'avez bien souligné, il y a l'expertise qui est présente dans les CPE BC, parce que nous, on appelle ça des CPE BC. Pour l'instant, ils sont ensemble. Il y a une expertise qui est présente et cette expertise-là permet de soutenir la RSG qui, elle, soutient les enfants. Donc, le BC joue le rôle d'une communauté bienveillante envers les enfants. Et cette communauté-là permet de soutenir les RSG qui travaillent avec les enfants dans leurs interventions. Si on se positionne dans la perspective d'enfants vulnérables, ça veut dire des enfants qui présentent différents défis, des enfants qui peuvent avoir certains retards de développement, des enfants qui peuvent avoir des difficultés langagières. Mais ça veut dire aussi et surtout des parents qui ont besoin d'aide, des parents qui ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés dans leur rôle de parents. Et ça, c'est un défi important pour tous les services de garde, mais c'est un défi encore plus important pour les RSG. On mentionnait tout à l'heure que
et je le mentionnais aussi dans le mémoire, on a noté un taux d'exclusion plus élevé des familles vulnérables ou des enfants qui présentent des particularités au cours des années. C'est-à-dire que les RSG, trouvant trop exigeant d'accompagner ces enfants-là et ces familles-là qui présentent toutes sortes de défis qui peuvent être accompagnés, mais qui ont besoin d'aide, décident d'exclure ces enfants-là parce que c'est trop difficile, parce que c'est trop exigeant. Donc, si le soutien est amoindri par cette séparation-là du BC et du CPE, nous, on craint que l'isolement étant plus grand, l'exclusion de ces enfants-là soit encore plus grand. Également, il y a un rapport du protecteur du citoyen qui va sortir bientôt, qui va nous parler de l'importance de l'intégration des services pour l'intégration des enfants en tête dans différents milieux, comme entre autres dans les CPE. Et ce rapport-là souligne très bien à quel point il y a des problèmes de cohérence entre les services et que les services doivent mieux collaborer ensemble, mieux faire ensemble pour soutenir les enfants dans ces différents ministères-là qui sont concernés par les enfants. Donc, vous parliez du sommet sur la maturité scolaire où on était la semaine dernière, Caroline et moi aussi, où on était tous des gens ensemble qui se demandaient comment mieux faire pour les enfants et on arrivait tous à la conclusion qu'on doit mieux faire ensemble, qu'on doit se donner la main, qu'on doit s'entraider, qu'on doit sortir de nos silos. La façon dont on comprend le projet de loi, c'est qu'on va créer un silo, on va séparer les CPE-DBC et c'est le contraire de ce qu'on doit faire présentement, c'est le contraire de ce que nous disent les recherches et de ce que nous disent tous les intervenants actuellement. Monsieur le député de Vachon. Oui, Monsieur le Président, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt les questions qui étaient posées par mes collègues d'en face tout à l'heure notamment les questions qui portaient sur la comparaison entre les modes d'éducation en milieu familial biologique, disons, dans les familles, et en service de garde familiale et en CPE. Ça me rappelait des recherches qui avaient été faites durant les années, entre les années 70 et 80, très intrigantes, ces recherches, qui faisaient la démonstration que, parce qu'il y avait des hypothèses à l'époque à l'effet que les enfants qui allaient dans les services de garde pouvaient, en quelque sorte, montrer des signes de détresse vis-à-vis l'attachement à leurs parents, etc., et que ça pouvait, quelque part, les rendre plus vulnérables. Et les recherches, au contraire, démontraient que même si les enfants passaient entre 5 à 8 heures avec des éducateurs et des éducatrices en service de garde, leur niveau d'attachement, autrement dit, dans des situations de stress, les enfants avaient beaucoup plus tendance à se tourner vers leurs parents qu'à vers les éducateurs et les éducatrices. C'est-à-dire que leur niveau d'attachement aux parents puis de leur borne de sécurité, là, ça demeurait toujours les parents. Et c'était très intriguant et ce pourquoi ça se passe, c'est probablement, disaient les chercheurs à l'époque, puis j'ai une tendance à le croire encore, que les parents sont à la fois des sources de stress et de réconfort. Alors que les éducateurs ont un programme à suivre, c'est un travail, ils doivent avoir une certaine distance avec l'enfant, leur humeur doit être à peu près toujours égale, alors que nous autres, on se connaît bien comme parents, on sait qu'on perd les pédales des fois, et quand on perd les pédales, notre humeur ne correspond pas à ce que l'enfant s'attend de nous, bien, l'enfant se trouve en état de détresse et de peine, puis ensuite, on va le consoler. Donc, et ça constituerait le nœud de l'attachement. Alors, on pense, c'est sûr que ce type de relations éducatives, on ne le retrouve pas dans les services de garde et qu'on ne peut pas donc avoir les mêmes critères d'évaluation des interactions entre parents et enfants et entre RSG et enfants. Mais je comprends fort bien, cependant, qu'on puisse avoir les mêmes critères entre les RSG en milieu familial et les éducateurs et éducatrices en installation. Pour revenir à la question de l'article 78, moi, ça m'intrigue depuis le début. Pour revenir à cette question-là, je comprends l'inquiétude que vous avez vis-à-vis de toute la question de la formation et du perfectionnement continu des responsables de services de garde. Pourquoi je comprends cela? C'est parce que je compare le mot à mot du projet de loi 51, article 78, qui modifie 42. Et il modifie 42 de façon très substantielle en ce qui concerne la formation et
le perfectionnement continu. Alors, pour le bénéfice du ministre, je vais lire le 7e alinéa de 124, article 42 dans 124, qui dit « Favoriser la formation », donc le rôle du bureau coordonnateur, « favoriser la formation et le perfectionnement continu des personnes responsables des services de garde de milieu familial et offrir un soutien pédagogique et technique sur demande. » Qu'est-ce qu'on a retenu dans 78, dans 42 modifié par 78? On a retenu tout simplement d'offrir sur demande un soutien pédagogique et technique. Donc, il y a une modification majeure, là, Monsieur le Président. Je comprends l'inquiétude de nos invités parce que, quelque part, la fonction d'assurer une formation générique aux responsables de services de garde et d'assurer le perfectionnement continu est retirée dans le libellé de 42 tel qu'apparaissant dans 78, apparaissant dans 51, par rapport à ce qui apparaissait dans 124. Alors, le ministre va sans doute clarifier ça éventuellement. Il me fait signe que non, c'est pas ça, c'est pas vrai, mais... Il dit un fond. Il faut que tu passes au fond. Ah oui, oui, le ministre avance qu'il y a un fond, mais il y a un fond, sauf que il faut être assuré, dans l'écriture même de la loi, que ce fonds servira toujours au bureau coordonnateur dans une fonction de formation et de perfectionnement continu. C'est comme si le ministre nous disait, c'est pas grave si ça disparaît, on va faire un fonds de perfectionnement. Oui, mais qui va être responsable de hein? Alors, il y a un travail minutieux à faire de ce point de vue-là, et il y aurait sans doute moins de travail si 78 disparaissait. Mais ceci dit, moi, je comprends très bien qu'on puisse s'inquiéter, de la même façon qu'on s'inquiète d'ailleurs d'autres modifications, notamment en tout ce qui concerne la question de surveillance, de contrôle et d'inspection, dans des vocables qui sont très modifiés. Ceci dit, j'aimerais vous poser une question sur l'accès des enfants de milieux moins nantis aux services de garde en milieu familial. Bon, je constate comme vous qu'il y a une surreprésentation des enfants de milieux vulnérables, puis là, on a un gros travail à faire là, comme société, là, puis à la fois comme parlementaire et comme société civile aussi, pour amener plus d'enfants de milieux défavorisés dans les services de garde en milieu familial et en installation. Mais j'ai pas tout à fait compris la logique qui vous amenait à vous interroger sur une diminution peut-être encore plus importante de la fréquentation des enfants de milieux moins nantis, étant donné 51. Alors, ça, j'ai pas tout à fait bien compris. C'est en lien avec ce que vous avez bien décrit concernant compte tenu de l'interprétation que l'on fait, qui semble être la même que vous, de la diminution de la fonction de formation. Donc, compte tenu que nous, on émet l'hypothèse que ça va amener un soutien moindre au RSG, mais ce soutien-là, il est essentiel, est encore plus important pour accompagner les RSG qui accueillent des enfants vulnérables, compte tenu des défis et tout ça que j'ai énoncé tout à l'heure. Donc, elle est là, notre crainte. Et c'est ça notre hypothèse, c'est que le soutien étant moindre, l'accompagnement, la formation étant moindre, ça risque d'avoir un effet sur leur capacité à accepter d'accueillir ces enfants, parce qu'on s'entend qu'elles ont le droit de déterminer qui elles acceptent et qui elles n'acceptent pas, les listes d'attente étant tellement grandes. Donc, plus la liste d'attente est grande et plus il y a des défis à intégrer certains enfants, mais plus on a de risques de choisir des enfants faciles. Une petite fille tranquille qui parle beaucoup. Il y a même des gens qui disent dans les milieux, bon, la petite fille aux yeux bleus, aux cheveux blonds. Vous voyez, il y a un risque de choisir les enfants et donc d'exclure encore plus ou de ne pas choisir ces enfants-là. Okay, je comprends mieux la logique qui vous a amené à vous inquiéter à ce niveau-là. Je vous en remercie. Il y a une phrase importante là, que vous écrivez en page 14, paragraphe 4, qui dit ceci: il faudrait ajouter à la loi une clause portant sur la formation des RSG. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la nature de cette clause? En fait, on n'est pas des spécialistes de la rédaction de projet de loi, mais ce qu'on voudrait, c'est qu'on ajoute des mesures incitatives à ce que les RSG fassent la formation. Donc, soit dans la réglementation ou dans la loi, là, ce sera à vous de déterminer, mais pour inciter les RSG à suivre une formation reconnue comme celles qui sont reconnues chez les éducatrices. Est-ce que ça répond à votre question?
Partiellement, c'est parce que, de fait, cette phrase-là, elle est importante du fait que ce que vous dites, c'est qu'il manquerait à la loi un article ou une clause qui... Et là, portant sur la formation, vous parlez d'incitatif, vous parlez plus d'obligation à la formation. Il faut faire une différence entre les deux, là. En fait, une obligation de formation contenant ou incluant des incitatifs pour amener les RSG à se former. Donc, il peut y avoir des incitatifs financiers, des incitatifs au niveau de la réglementation, là, ça c'est à vous de voir, mais ce qu'on aimerait, ce qu'on souhaiterait, en fait, pour améliorer la qualité des services offerts, toujours, là, c'est pas une lubie, c'est vraiment que le niveau d'exigence soit élevé. On s'entend que présentement, c'est autour de 45 heures de formation qui est obligatoire et il y a un rafraîchissement, un perfectionnement annuellement de 6 heures. Pour nous, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour voir toutes les dimensions du développement de l'enfant, comment accompagner le programme éducatif. En 45 heures, dans une formation collégiale ou universitaire, on voit à peine le développement de l'enfant 0-6 ans. Alors, 45 heures pour voir la loi, la réglementation, comment gérer un milieu familial, c'est pas assez. Alors, nous, on voudrait que, dans un premier temps, ça soit augmenté, puis éventuellement, si c'est possible d'avoir une exigence d'un niveau de base, tu sais, d'un plancher pour tout le monde, bien, ce sera encore plus approprié. Est-ce qu'il reste du temps, M. le Président? Oui, il reste du temps. Merci. 10 minutes. OK. Alors, regardez en page 7 là, de votre mémoire, j'ai pris connaissance d'un certain nombre de résultats là, qui illustrent, plutôt que font la démonstration, mais qui illustrent que à partir d'un échantillon qui est relativement modeste, là, et vous en prétendez pas autrement, que la qualité des services qui sont offerts par les responsables de services de garde en milieu familial entre c'est 2003, je pense, et maintenant, 2003 et 2008. Est-ce que c'est ça? En fait, notre collecte de données a eu lieu pour ces mesures-là en 2007-2008. OK. Donc, après... Donc entre 2003 et 2008, donc une fois 124 introduites dans le système, il y aurait eu une diminution là, de la qualité là, significative à plusieurs égards, significative au sens statistique du terme. Là. Bon. On aurait aimé voir ça autrement, mais c'est ce que vous obtenez comme résultat. Bon, voilà la réalité. Puis on s'entend là que c'est pas une étude à très grand échantillon, puis ça peut être seulement un indicateur à partir duquel on s'interroge sans porter de jugement définitif. Dans le paragraphe qui suit ces résultats, vous nous dites que on pourrait attribuer cette détérioration de la qualité à l'encadrement qui aurait diminué depuis la loi 124. J'aimerais vous entendre là-dessus. Moi, j'ai pas de données précises, sauf que j'ai souvenir, et ça a été, je pense, souligné par le ministre et par la personne qui l'accompagne tout à l'heure, dans 124, on a ajouté que la formation et le soutien pédagogique étaient sur demande, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Donc, il y avait plus, à mon avis, vu d'un point de vue de parlementaire, une approche proactive, alors que là, on est plus dans une approche de réaction à la demande. Alors, je me pose deux questions. Est-ce qu'on ne devrait pas profiter de l'occasion pour examiner la pertinence de ce sur-demande? Autrement dit, puisqu'on ouvre la loi, pourquoi ne pas examiner ça, puis voir si il y a toujours lieu de maintenir cette fonction de sur-demande en ce qui concerne le soutien pédagogique et la formation. Et deuxièmement, quelles sont les observations que vous avez faites sur le terrain qui vous amènent à dire qu'il y aurait une diminution de l'encadrement? En fait, dans un premier temps, effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est selon notre interprétation, puis évidemment, toutes les limites étant situées par rapport à cet échantillon-là, on est très conscient qu'il n'est pas représentatif de l'ensemble de la situation du Québec, mais c'est une photo, c'est un portrait, puis ça peut nous donner ce qu'on appelle une lumière rouge, là. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, selon nous, c'est probablement l'introduction du soutien sur demande qui a eu cet effet-là.
Pourquoi on dit ça? C'est parce qu'on a beaucoup de discuté avec les gens du bureau coordonnateur dans différentes formations qu'on leur offre, les accompagnantes, les gens qui accompagnent les RSG, qui nous disent que le soutien sur demande, là, ça devient vraiment pas de demande. C'est que celles qui demandent de l'aide, souvent, sont celles qui déjà n'ont pas vraiment de problème puis qui veulent s'améliorer. Mais celles qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés, qui sont vraiment à la limite, demandent peu d'aide. Donc, pour nous, ça, c'est problématique. Et beaucoup des bureaux coordonnateurs qu'on a rencontrés nous ont parlé de ça. Nous ont aussi parlé de la question du soutien sur demande demandé un petit peu trop tard, dans le sens que on attend longtemps avant de demander de l'aide, on attend longtemps avant de demander, puis quand on demande, c'est souvent pour valider le choix qu'on a déjà fait d'exclure l'enfant. Donc, et non pas aller chercher réellement de l'aide. Donc, parce qu'un soutien sur demande, ça s'établit dans une relation de confiance, ça s'établit avec la continuité, ça s'établit avec une relation régulière entre l'accompagnante, qui est la conseillère pédagogique, et la RSG. Et ça va se faire s'il y a une relation, s'il y a une proximité, s'il y a une régularité des rencontres. S'il n'y en a pas, les gens n'auront pas comme réaction de demander de l'aide. Et beaucoup nous ont dit que les RSG les plus faibles sont aussi celles qui ont le plus de difficultés à demander de l'aide parce qu'ils considèrent que demander de l'aide, c'est pas correct. On admet à ce moment-là qu'on a des limites. Alors qu'on sait très bien que la capacité de demander de l'aide, c'est un signe de maturité puis de professionnalisme. Donc, vous voyez un peu notre raisonnement. Je sais pas, Caroline, tu veux ajouter quelque chose? Non? Il y a eu des efforts particuliers, me semble-t-il, notamment à partir de l'initiative de la QCPE en collaboration avec la Fondation Chagnon d'intervention de type de formation auprès des familles pour les encourager à accueillir des enfants de milieux plus vulnérables et pour les soutenir dans ce qu'ils ont à composer quotidiennement là, dans leur accueil. Est-ce que vous avez été à même de suivre l'introduction de cette formation dans vos études? En fait, j'ai participé à certaines formations à l'intérieur de cette initiative-là. Donc, j'ai offert de la formation à certains BC pour les aider à mieux accompagner les familles vulnérables. Et c'est dans ces situations-là qu'on m'a rapporté ces éléments-là. Ce qu'on m'a rapporté aussi, c'est qu'un des éléments qui était un frein important à l'inclusion d'enfants vulnérables ou d'enfants présentant des besoins particuliers, c'était aussi toute la question du statut qui n'était pas clair. Donc, pendant la période où ils étaient en attente d'un nouveau projet de loi, elles avaient mis sur la glace beaucoup de choses, mais toute la question aussi du soutien sur demande était au cœur de cette problématique-là, encore une fois. Alors, merci, M. le Président. Merci. Il reste le temps pour une courte question. Madame la députée Margaret Tuville. Oui, rapidement. Moi, vous me direz si j'ai raison. Mon évaluation, puis c'est pas basé ce n'est pas sur une base scientifique, mais c'est plus sur la base de l'expérience que j'ai auprès des enfants et pour avoir travaillé avec énormément de personnes qui ont travaillé en éducation. Je pense que même si on obtenait une clause qui amène des mesures incitatives pour la formation, à mon avis, et ce serait très bien de l'avoir, à mon avis, le fait de cloisonner les deux réseaux, en deux réseaux, ça aurait quand même un impact négatif parce que, vous disiez tout à l'heure, les gens sont pas portés, vous parlez d'isolement et en plus vous dites les gens sont pas portés à dire qu'ils sont en difficulté. C'est un peu un constat d'échec qu'on fait face à soi-même, qu'on n'ose pas faire ouvertement. Et à mon avis, quand on travaille en réseau, qu'on se regroupe, on voit qu'il y en a d'autres qui ont des difficultés et c'est beaucoup plus facilitant d'avouer qu'on a un enfant avec lequel on a un problème ou qu'il y a une famille en difficulté et qu'on peut aller chercher de l'aide et des conseils et de l'appui et une formation conséquente aux besoins qu'on a. Alors, je ne sais pas si je fais une lecture juste, mais à mon avis, en tout état de cause, il faut faire en sorte que ce réseau-là ne se divise pas pour être capable de garder les acquis d'un travail en commun qu'on a mis en place depuis 3 ans maintenant. Tout à fait dans le même sens que vous, puis je pense que c'est important de comprendre que nos propositions d'amendement forment un tout. Hein? On n'a pas l'impression que seulement augmenter le niveau de formation va tout régler. Il faut aussi absolument que la séparation entre le BC et le CPE ne se fasse pas pour maintenir, pour préserver cet encadrement-là, parce que
Évidemment que la formation est extrêmement importante, mais les autres conditions, comme le soutien, l'accompagnement, doivent demeurer, surtout auprès des gens qui sont isolés, qui travaillent seuls avec des enfants toute la journée, comme les RSG. Il me reste à dire merci beaucoup, Mme Bigra, Mme Bouchard, pour votre contribution à notre réflexion. Il ne nous reste que des remarques préliminaires. On va suspendre très, très rapidement, mais revenir pour les remarques finales. Alors, je vais suspendre juste quelques instants.